La cigarette électronique, oui. La cigarette électronique. Regardez jusqu'à la fin. Regardez, regardez, il y a des choses à faire. Madame Gauguin, j'ai partagé ma présentation. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. مازال ما لحقتش. Elle n'est pas encore partagée. Voilà. D'accord. Très bien. C'est ça. مازال دوك بلان écran. Madame Gauguin, نعم. تعطيني ما باش نجستري ولا كيفاه؟ Ah oui, oui, روحي demandez. Ouais. C'est bon que vous gardiez هكذا دي عندكم تاني. Ouais, parce que l'autre fois, Ouais. gardez-moi, on sait jamais que je mets ça. Normalement عطيتك. Ah, oui, Normalement عطيتك. Voilà. merci. Autorisé عاودت لي information. Ah, là, oui, enregistré en principe. خلاص منها. Ouais. كاش بلاد. قال لك comment peut-on changer? Renommé. Je fais sur le nom, tu as le participant. Le nom, il va cliquer sur les trois points. وين راح les trois points يدير renommé بصح ما بديتي لهمش لا مقبله ما انا جي نقدرش بي نعطي لهم موديفي. لا ما نقدرش نعطي لهم لا. لا لا اعطي لهم لا ما باش écrire. يرونوميو. Quand ils écrivent leurs questions, ils peuvent écrire le nom. Je m'en occupe très C'est pas bien. grave, c'est pas grave. C'est pas Hmm. grave, Madame صافي Gauguin. تعطي لهم بزاف. On est pris par le temps. On peut commencer. Là, On va fais juste commencer, une petite introduction. bien Ensuite, sûr. Il y a Lawar, aucun- je te donne, je t'ai laissé même les objectifs de la formation. D'accord, il y a aucun- Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, Lawar. Bonjour à tous. Avec l'équipe d'aujourd'hui, dont je suis très heureuse, particulièrement moi-même, Dr Gougam et la direction de la formation, de collaborer avec eux, et avec l'équipe de Mustapha aussi, qui est toujours à cheval dans le sens de la direction de la formation continue et toutes les actions de formation continue. Nous savons tous que ce mois-ci, particulièrement vers la fin, c'est la journée mondiale tabac. Le thème qui a été retenu est la protection des enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Nous n'allons pas rentrer dans cette partie. Par contre, nous allons rentrer dans tout ce qui est sensibilisation. Alors, afin de sensibiliser la population aux influences néfastes du tabac, afin de pouvoir aller vers un large horizon, notre équipe honorable nous a choisi un thème sur la cigarette électronique. Cette partie est très importante, elle est souvent négligée. Pourquoi? Le regard n'est pas très large par rapport à cette consommation de tabac. Le risque d'exposition aux produits chimiques qui provoquent des intoxications reste important. Le risque de maladie cardiovasculaire reste important. Nous pouvons arriver aux troubles d'arythmie et ça, c'est pas à moi de vous le dire, c'est l'équipe qui est chargée de l'enseignement qui développera tous ces renseignements. Moi, dans ce sens, pourquoi je demande l'attention des médecins généralistes et pourquoi nous avons choisi le médecin généraliste. C'est le médecin généraliste qui est le premier maillon de la chaîne, c'est le médecin généraliste qui va recevoir tout patient pour une autre pathologie, pour un petit bobo, et qui va remarquer que cette personne utilise ce genre de pratique, utilise cette cigarette, et c'est là qu'il va intervenir de par ses conseils, de par ce qu'il va retenir aujourd'hui, de par ce qu'il va comprendre et pouvoir discuter avec nos enseignants pour transmettre aux patients. Ce que je vous demandais, comme vous l'a dit le professeur Lawar, nous avons avec vous le professeur Lawar du service de pneumologie du CHU de Mustapha,
qui a l'habitude de travailler avec vous énormément. J'espère qu'elle va continuer avec nous. Et le professeur Damen de Bir, qui aussi a beaucoup travaillé avec nous sur les urgences. Elle a fait la partie cardiologie. Et en fait, c'est en partie son idée. Et elle s'est dit, pourquoi pas introduire les autres pathologies, telles que la pneumologie, la cardiologie, dans ce thème. Merci à vous d'être attentifs. Le professeur Lawar vous demande de vous nommer. Ça veut dire que quand vous écrivez votre question, si vous avez le moindre petit souci, vous mettez le PH FLAN, ne laissez pas le numéro de téléphone. Ça lui permet de faire un sondage. Parce que là, en faisant beaucoup de formations avec vous, cela va lui permettre de vous reconnaître. Elle n'est pas obligée de reconnaître votre visage, mais elle est obligée ça lui permet de savoir comment réfléchit telle ou telle région, comment on évolue dans la formation continue. D'accord? Merci professeur, je vous laisse commencer. Merci, merci Madame Gauguin. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie le ministère et je vous remercie également. Cette journée est consacrée à la cigarette électronique. L'idée du professeur Damen de Bir, qui est cardiologue, et elle m'a associée à cette formation médicale pour pouvoir informer les médecins généralistes, mais pas que, tout praticien en contact avec le patient, qui travaille pour soulager les maux du patient, qui travaille pour diagnostiquer les maladies et prodiguer des soins. C'est une formation médicale continue qui parlera des complications cardiovasculaires suite à l'utilisation de la cigarette électronique. Et pour ma part, je vais vous commencer par parler de cette cigarette électronique qui fait débat. Elle est toujours sujet d'actualité. Et vous allez voir que l'évolution des connaissances va nous permettre de nous situer par rapport à cette dernière. Voilà. On tape. Suivant. Ça ne veut pas. Très bien. Alors, en introduction, vous devez savoir que le tabagisme, c'est pas seulement des habitudes toxiques, c'est une réelle toxicomanie. C'est une épidémie mondiale responsable de plusieurs maladies, hein. C'est un problème majeur de santé publique, responsable de mortalité, notamment par maladie cardiovasculaire, puisque le tabac est la principal facteur de risque. S'il vous plaît, ne touchez pas l'écran. Il y a des personnes qui touchent l'écran. Ne touchez pas l'écran, s'il vous plaît, parce que comme ça, vous êtes en train de dessiner sur la présentation. Merci. Donc, on revient, c'est un problème majeur de santé publique, responsable de mortalité par maladie cardiovasculaire, puisque c'est le principal facteur de risque de ces derniers. Responsable de cancer, plus de 85% des cancers du poumon sont en rapport avec l'inhalation de la fumée de cigarette. Morbidité, puisque le tabac est responsable de BPCO et d'autres maladies respiratoires chroniques, et également responsable de coûts très importants. Les insuffisants respiratoires chroniques nécessitent une suppléance, une aide ventilatoire, la VNI, parfois même de l'oxygène, et parfois une hospitalisation, coût très important par rapport au traitement. De même que le tabac est un facteur de risque qu'on peut déceler rapidement, il suffit d'interroger le patient, et qu'on peut éviter, hein. L'éviction par la prévention primaire, mais également par le sévrage tabagique. Ici, vous avez quelques informations. Un cancer sur 3 est dû au tabac, 8 millions de morts chaque année dans le monde dues au tabagisme. Et il faut savoir que l'espérance de vie des fumeurs est réduite en moyenne de 8 ans. Alors, vous devez savoir que le tabac, c'est pas seulement la cigarette, hein. Vous avez le tabac avec fumée et le tabac sans fumée. Les plus connus sont la cigarette et actuellement le narguilé et chicha. Mais vous avez également le cigare, le B10 et le crétec, la pipe également, et le tabac sans fumée,
très répandu dans l'est du pays, comme par exemple l'ANFA, le tabac nasal utilisé par nos grands-mères, et vous avez le tabac oral, essentiellement c'est la chema, c'est le tabac à priser. Alors, il n'y a pas un tabac peu nocif, il n'y a que le tabac qui est nocif. Il n'y a pas une cigarette qui est light et qui ne procure pas, qui ne donne pas de problèmes respiratoires. Toutes les cigarettes sont nocives. Même si, par exemple, quelqu'un vous dit une séance de chicha ou de narguilé, c'est occasionnel, etc. Une séance de chicha, c'est l'équivalent de 30 cigarettes. Vous devez savoir que c'est pas quelque chose de moderne. Au contraire, ça nuit au cœur et ça nuit aux poumons. Très bien. Alors, vous devez savoir que quelqu'un, quand il fume, il va avoir de la nicotine. Il va avoir des produits cancérigènes qui vont se déposer tout au long de l'arbre bronchique. Et ces produits cancérigènes, bien entendu, peuvent arriver pratiquement jusqu'au niveau de la vessie. Et d'ailleurs, le tabac est un véritable facteur de risque de cancer du sein, de la vessie, de l'estomac, du larynx, etc. La fumée du tabac également contient des irritants qui vont nous faire exacerber des asthmes, d'autres maladies respiratoires, mais également la production d'une maladie qu'on appelle la BPCO. Et également le CO, le monoxyde de carbone, qui est inhalé par le patient. Ce dernier, il va concourir il va faire compétition avec l'oxygène et le patient, il est vite essoufflé et ce monoxyde de carbone, il va donner beaucoup de maladies cardiovasculaires. La nicotine, quand elle arrive au niveau de la muqueuse jugale, il lui faut moins de 10 secondes pour arriver au niveau du cerveau, hein. Moins de 10 secondes. C'est dire que à quel point cette drogue, elle est puissante. C'est une drogue dure. Et c'est pourquoi on a du mal à s'en débarrasser. Pour les personnes qui sont dépendantes, regardez comment ça se passe. Moins de 10 secondes, la nicotine arrive au niveau du cerveau. Quand elle arrive au niveau du cerveau, il faut savoir que les récepteurs nicotiniques vont s'ouvrir, bien entendu. Quand ils vont s'ouvrir, il va y avoir le largage de neuromédiateurs, la dopamine qui va procurer le plaisir, la sérotonine qui va améliorer l'humeur, la noradrénaline également. Et ces neuromédiateurs vont faire que le patient va se sentir détendu, moins stressé, une sensation de plaisir et de bien-être qui est momentanée. Au bout d'un certain temps, ces neuromédiateurs vont cesser de faire effet et le patient dépendant va avoir besoin d'une deuxième cigarette. Et c'est comme ça que le patient va, euh, va, va acheter le paquet de cigarettes pratiquement une fois par jour, voire plusieurs fois par jour, puisqu'il y a des patients qui consomment plus d'un paquet par jour, et ils vont rester comme ça fumeurs pendant plusieurs années. C'est cette dépendance à la nicotine qui pose le plus de problèmes dans la population générale. Les irritants, on en a parlé, ils sont rajoutés aux cigarettes pour pratiquement adoucir la fumée, par exemple le menthol et le miel, améliorer le goût, parfois il y a des parfums de fruits, d'épices, et renforcer également la dépendance. Regardez les industriels de tabac, comment ils peuvent détourner les scientifiques pour garantir la vente du tabac dans la population mondiale. Ils sont également irritants et responsables de l'atteinte de la muqueuse respiratoire. Ils vont diminuer l'activité ciliaire de la muqueuse bronchique. Quand il y a diminution, ça va favoriser les affections respiratoires infectieuses. Ils vont augmenter la production du mucus et ils sont responsables de lésions inflammatoires chroniques des voies respiratoires, responsables de la BPCO, de la fameuse BPCO. Et vous devez savoir que dans quelques années, dans une dizaine d'années, cette BPCO va dépasser la mortalité de plusieurs maladies associées. Au début, elle était pratiquement au 10e rang. Maintenant, elle est au 5e rang et par la suite, elle arrivera au 3e rang des maladies responsables de mortalité.
Vous devez savoir également que ces irritants vont compromettre les défenses naturelles de l'appareil respiratoire. Et c'est pourquoi le tabac passif chez les personnes qui ont des enfants, les enfants vont inhaler avec eux la fumée de cigarette, ils vont faire des exacerbations d'asthme parce que la fumée, elle nuit à leur système respiratoire, à leur appareil respiratoire, mais également, ça va favoriser également les infections. C'est des personnes qui vont faire pas mal de pharyngite, pas mal de sinusite. Et lorsque les parents emmènent leurs enfants, le pédiatre va leur poser une question. Est-ce que l'un de vous deux est fumeur? C'est dire l'importance de, de cerner le problème du tabagisme, pas seulement sur la santé de l'individu, mais également sur la santé des personnes qui vivent avec ces fumeurs, et notamment chez la femme enceinte et également les enfants. Alors, vous avez également les goudrons. Les goudrons contenus dans la fumée du tabac sont responsables de maladies et notamment le cancer. Ne touchez pas à l'écran, s'il vous plaît. Vous devez savoir que les plus importants goudrons sont les benzopyrènes. Vous avez ici une photo avec deux pots de yaourt de goudron pour expliquer que un fumeur d'un paquet de cigarettes par jour va inhaler environ 50 millilitres, ce qui est l'équivalent de deux pots de yaourt de goudron par an. Et ce goudron ne va pas être éliminé par le corps, il va produire pas mal de nuisances sur la cellule, la métaplasie et par la suite le cancer. Le monoxyde de carbone, quant à lui, est un gaz toxique. C'est pas le même que le monoxyde de carbone qui sort des appareils de chauffage. Ces monoxydes de carbone des appareils de chauffage donnent une intoxication réelle et le patient peut mourir d'un œdème lésionnel ou bien parce que ce dernier va bloquer la liaison avec l'oxygène. Ici, c'est quelqu'un qui va s'intoxiquer quotidiennement avec des petites quantités de monoxyde de carbone. Et cette petite partie qui passe dans le sang, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'une part diminuer discrètement le taux d'oxygène dans le sang. Le cœur va travailler plus vite. Les fumeurs vont se sentir essoufflés rapidement lorsqu'ils font une activité physique. Il va y avoir une lésion du stress oxydant sur les parois vasculaires avec un risque d'accident ischémique cardiaque et vasculaire, l'AVC qui est augmenté. Mais également, il va y avoir une qualité des cheveux qui sont ternes et qui se cassent, le teint grisâtre, des rides précoces, tout ça en rapport avec la mauvaise oxygénation. Tout ça pour vous dire que il n'y a aucun élément dans la fumée du tabac qui soit bénéfique pour l'être humain. Et l'histoire du tabagisme avait commencé pratiquement dans les années 1400, lorsque Christophe Colomb a découvert les Amériques et il a trouvé que la population des Amériques, les Indiens, utilisaient une plante qui est la plante du tabac pour traiter les maux. Alors Christophe Colomb, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette plante et il la présente aux notables et à la maison royale. Directement, les rois, les reines, les notables et les plus riches sont procurés parce qu'elle coûtait énormément cher. Et après plusieurs centaines d'années, l'être humain, il faut savoir que l'être humain, il est vicieux pour pouvoir avoir de l'argent. Il a pensé à créer la cigarette pour diffuser cette production dans le monde entier. La première cigarette a vu le jour, bizarrement, dans les années 1830. On connaît très bien cette date. Et les femmes roulaient les feuilles de tabac. C'est elles qui roulaient les feuilles de tabac. Par la suite, il y avait des inventeurs qui a fabriqué une machine à production de tabac. Et de là, il y a eu la diffusion du tabagisme dans le monde entier. Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, le tabac est devenu une toxicomanie répandue dans le monde entier. C'est pour vous dire que ça a pris du temps pour que cette toxicomanie diffuse dans le monde
Également, ça nous a pris beaucoup de temps pour mettre la liaison entre tabac, fumée de tabac et problèmes respiratoires. C'est dans les années 1980, grâce à Dole et Hill, qu'une étude sur le comportement toxique par rapport aux habitudes toxiques des médecins britanniques, qu'on a pu identifier que la fumée du tabac est responsable de cancer. Et de là, on s'est rendu compte que le tabac est nocif, il faudrait le combattre. Il faudrait le combattre par quoi? Il faudrait le combattre par les substituts nicotiniques. Et là, on a des études qui prouvent que ces derniers sont efficaces. Vous avez certains médicaments neurologiques comme le bupropion, un traitement récent qu'on appelle le Champix, varenicline, qui est quand même efficace, mais qui a été retiré à cause des effets neurologiques et notamment les tentatives de suicide. Donc, il a été retiré du marché algérien. Et vous avez la cigarette électronique. Et maintenant, on va parler de la place de la cigarette électronique dans, dans la stratégie de sévrage tabagique. Alors, avant de parler du sévrage tabagique, qu'est-ce qui motive le sévrage tabagique? Parce que autant il y a des produits qu'on ingère et pour lesquels il est difficile de retourner à la normale, autant pour le tabac, il est toujours souhaitable de l'arrêter, même à 80 ans. Il y a toujours un bénéfice au sévrage tabagique. Et regardez, après quelques heures, la nicotine dans le sang devient quasi zéro. Le monoxyde de carbone, après une journée, il retourne à la normale dans le sang. L'infarctus du myocarde diminue de 50% après pratiquement un an. Et l'infarctus du myocarde, l'AVC, diminue pratiquement de quasi 10% après 10 ans. Le cancer du poumon, après 15 ans de sévrage, il diminue de 80 à 90%. Et le risque, il est diminué d'une façon extraordinaire. Également, le sévrage du tabac va améliorer les performances sportives, l'activité physique, il va améliorer la fertilité et également il va permettre d'économiser beaucoup d'argent, hein. L'aide au sévrage tabagique est une responsabilité de tous, des pouvoirs publics, des gouvernements, de la communauté scientifique et de vous-même, vous, les médecins généralistes. Alors, vous devez savoir que vous êtes tenu de procurer le conseil minimal. Le conseil minimal consiste à faire quoi? À demander systématiquement à chaque patient, quand il vient chez vous, et s'il est identifié comme étant fumeur, s'il envisage la possibilité de s'arrêter de fumer. Ce conseil minimal, il dure entre 3 et 10 minutes et il permet de motiver le patient à arrêter le tabac. Il permet de motiver, mais également il permet la maturation de la décision d'arrêter le tabagisme, parce qu'à chaque fois, quand on pose la même question au patient, ce dernier il va lui avoir comme une idée. Il y a des préjugés. Ensuite, il va dire, c'est pas normal. À chaque fois, on me pose cette question. Peut-être que c'est le moment de sauter le pas et d'arrêter de fumer la cigarette. Vous savez, il y a des personnes qui vont vous dire, la cigarette, c'est mon épouse. La cigarette, c'est mon amoureuse. La cigarette, c'est ma maman. La cigarette, c'est mon âme sœur. Et donc, vous devez savoir que le sévrage tabagique est un processus de longue haleine et c'est un processus où le praticien intervient, vous comme nous, comme pneumologue, cardiologue, tabacologue, les personnes qui travaillent en psychiatrie dans les addictions, etc. Mais c'est un travail qui doit être fait parce qu'on connaît les conséquences du tabagisme et on a mesuré les bénéfices du sévrage. Alors, le conseil minimal doit être donné à toute la population, il n'y a pas de préjugés. Très bien. Et au cours de chaque consultation médicale, on le donne. Il faut identifier le fumeur. Le fumeur,
c'est le sujet jeune. Il n'y a pas seulement chez le sujet âgé, hein. Chez le sujet jeune, qu'il soit en bonne santé ou sur une chaise roulante, le sujet jeune, qu'il soit sportif ou non, la femme, qu'elle travaille, qu'elle reste à la maison, qu'elle habite en région rurale ou urbaine, et également chez les enfants. Donc, le conseil minimal, on le donne à toute la population, quel que soit son âge, son sexe et son statut dans la société. Alors, l'impact des interventions pour améliorer la prise en charge d'un patient fumeur a fait l'objet d'une étude. Et on s'est rendu compte que quand on donne ce conseil minimal VS, pas de conseil, quelqu'un qui vient pour un mal de dents, pour un mal de ventre, il est fumeur et on n'a pas fait le conseil minimal versus quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques et on a donné le conseil minimal, on se rend compte que quand on fait une étude comparative, il y a une augmentation du taux de réussite du sévrage tabagique de plus de 66% chez les patients auxquels on a fait le conseil minimal. Vous devez l'incorporer, l'intégrer. Ça doit faire partie de votre consultation. Ça dure pas beaucoup de temps, mais ça doit faire partie de votre activité professionnelle. Le conseil minimal, ce sont deux questions. Elles sont simples. La première question à poser systématiquement, est-ce que vous fumez? La deuxième question, est-ce que vous voulez arrêter? Bien entendu, si le patient vous répond qu'il est fumeur. On va commencer par la première question. Alors, il va vous dire oui. Pour la première, on va commencer par le non. Il va vous dire non ou bien j'ai arrêté. Et dans ce cas-là, vous devez le féliciter. Vous devez le féliciter pour augmenter la motivation. Augmenter la motivation pour qu'il ne fume pas et augmenter la motivation pour qu'il ne refume pas. Parce que les fumeurs, quand ils ont arrêté de fumer, c'est un exploit. Et vous devez à chaque fois leur dire que vous avez de la volonté, mais c'est un travail très, très laborieux. Donc, pour la première réponse, quand il vous dit non ou j'ai arrêté, c'est réglé. Vous allez le féliciter. D'accord. Dans le cas, dans la deuxième éventualité, il va vous dire oui, je suis fumeur. Là, c'est bon. Vous avez fait la pêche. C'est bon. C'est un fumeur. Et c'est là où vous allez poser la deuxième question. Est-ce que vous voulez arrêter? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'en réalité, c'est les personnes motivées qui vont arrêter de fumer. Je ne vais pas, je vais augmenter la motivation, mais si le patient n'est pas motivé, vous allez voir ici, il peut vous dire, par exemple, non, je ne fume pas, je ne veux pas arrêter de fumer. Et là, on appelle ça les fumeurs heureux. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui dire, êtes-vous sûr, monsieur? Parce qu'il y a toute la communauté médicale qui va être de votre côté, hein. Et si vous sentez que le patient n'est pas du tout branché et que c'est pas le bon moment pour lui, pour X raisons, hein, peut-être que lui, il passe par une période difficile, instance de divorce, il a perdu son job, il est en période de deuil, c'est des périodes, c'est des circonstances où le sévrage tabagique, il est un peu délicat. D'ailleurs, nous, on choisit le bon moment pour arrêter le tabagisme. Parce que le plus important, c'est d'arriver au sévrage tabagique total. C'est ça, on a un objectif pour chaque patient. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas arrêter de fumer, on les appelle les fumeurs heureux, d'accord? On stimule leur motivation. Ils sont pas vraiment motivés, mais on va stimuler un tout petit peu. Et à chaque fois qu'il passe chez un médecin, il est passé aujourd'hui chez moi, demain il passera chez le docteur professeur Damen de Beh, le surlendemain chez vous, d'accord? Etc., etc. Et ça va, l'idée va maturer dans sa tête, d'accord? Deuxième éventualité, quand vous avez posé la deuxième question sur est-ce qu'il veut arrêter de fumer, il peut vous dire oui. Et dans ce cas-là, vous allez lui dire
encore bravo. C'est une excellente initiative. Vous êtes motivé et c'est cette motivation qui va vous amener vers l'arrêt du tabagisme. Et c'est réel. Les patients arrêtent. C'est pas quelque chose de non, 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 j'ai entendu que c'est pas possible. On va parler des préjugés par la suite. D'accord? Dans ce cas-là, vous allez lui tendre un document avec une ordonnance et vous allez l'envoyer dans les DAT où euh, existent les consultations de sévrage tabagique. Mais en réalité, je vais vous dire la vérité, ben, la majorité des patients peuvent arrêter de fumer par eux-mêmes. Parce que le tabagisme n'est pas synonyme de dépendance, hein. Et vous allez voir, hein, pour mesurer la dépendance, il faut un questionnaire. Et ce questionnaire va nous permettre de décider du type de la prise en charge chez ce patient. Vous allez vous dire, elle est en train de nous parler du tabac, mais jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à présent, elle n'a pas parlé de la cigarette électronique. Mais la cigarette électronique, elle intervient dans la stratégie de sévrage tabagique. Et donc, on doit l'intégrer dans cette dernière. Très bien. OK. Comment mettre en place une aide au sévrage tabagique? On la met en place selon le niveau de dépendance à la nicotine. Alors, le problème du tabac vient du problème de la nicotine. La nicotine c'est un alcaloïde qui est responsable d'une dépendance. S'il n'y avait pas la dépendance, on n'aurait pas autant de problèmes à faire arrêter la cigarette chez les personnes. Pas beaucoup. On serait débarrassé des maladies cardiovasculaires, de pas mal de maladies cardiovasculaires, de pas mal de cancers, etc. Et les boîtes, les multinationales, bien, de tabac comme Marlboro et tout, vont s'appauvrir, hein. Mais ne vous inquiétez pas, ils trouveront toujours des solutions pour, euh, euh, pour chercher toujours une population qui va adhérer. Alors, vous devez savoir que la dépendance va toucher comportement et émotion. Donc, il va y avoir une dépendance physique, c'est la nicotine. Et dans ce cas-là, il faut donner un traitement pharmacologique. Et vous avez la dépendance psychocomportementale par les habitudes, l'automatisme, l'environnement. Et dans ce cas-là, le traitement n'est pas pharmacologique, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Il y a des personnes qui ne sont pas dépendants, mais ils gardent une gestuelle. Regardez par exemple, il a besoin toujours d'avoir une cigarette. Il vous dit, ce geste me manque. J'ai longtemps fumé et ce geste me manque. Et dans ce cas-là, la thérapie cognitivo-comportementale va corriger tout cela. Alors, la dépendance, comment vous allez la mesurer? Par le test de Fargestrom. Regardez le test. Ce test, il est composé de ces questions, 6 questions, avec des réponses, et chaque réponse, elle est cotée. La première réponse, la première question est la plus importante. Alors, on va poser la question au patient, combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette? Si le patient vous répond dans les 5 premières minutes, à coup sûr, le patient est dépendant. Parfois, il va vous dire non, 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 je prends tout mon temps, je prends mon café avant et quand j'arrive à la maison, quand j'arrive au travail, je commence à consommer mon deuxième café avec la cigarette. Deuxième question, trouvez-vous difficile de vous abstenir de fumer dans les endroits où c'est interdit? Et là, il peut vous répondre oui ou non. À quelle cigarette de la journée renonceriez-vous le plus difficilement? Là, si vous répond la première le matin, dans ce cas-là, c'est pratiquement il est dépendant. Combien de cigarettes fumez-vous par jour en moyenne? Quand c'est 31 et plus, d'emblée, on donne 3 points. Fumez-vous à un rythme plus soutenu le matin que l'après-midi? Le matin, s'il vous dit oui, donc c'est 1. S'il vous dit non, c'est 0. Et on va lui poser une question pour voir à quel point le patient, il a besoin de la cigarette. C'est lorsqu'il tombe malade.
Et là, on lui pose la question, fumez-vous lorsque vous êtes malade au point de devoir rester au lit presque toute la journée? Et là, vous faites la somme de tout du score. Vous avez le score entre 0 et 3, le patient n'est pas dépendant à la nicotine. Entre 3 et 4, il est faiblement dépendant à la nicotine. 5 à 6, il est moyennement dépendant à la nicotine. Et 7 à 10, il est fortement dépendant à la nicotine. Alors, quand on évalue la dépendance au tabagisme, on va pouvoir donner un traitement plus personnalisé. Très bien. Les thérapies cognitivo-comportementales, appelées TCC, ce sont des approches non médicamenteuses qui ont démontré leur efficacité. Il y a des études pratiquées par les tabacologues, d'accord, et ont prouvé que grâce à ces thérapies, des patients non dépendants, bien entendu, ont arrêté de fumer. Parfois, on associe ces TCC ou bien thérapie cognitivo-comportementale aux autres thérapies chez les patients qui sont dépendants, d'accord? Et ça a doublé le succès par rapport au sévrage tabagique. Alors, ces thérapies permettent de doubler les chances de réussite à court et à moyen terme. On ne décide pas un jour d'arrêter de fumer. Vous devez savoir que des thérapies pareilles prennent pratiquement 12 semaines au minimum, d'accord, pour que le patient devienne non-fumeur et il nécessite 6 mois pratiquement pour que le patient devienne ex-fumeur. La thérapie cognitivo-comportementale, le but est de augmenter la motivation à rester abstinent, minimiser les motivations à fumer, maximiser le savoir-faire et la capacité de self-control lorsque le patient désire de reprendre la cigarette et optimiser l'effet des aides pharmacologiques si le patient est dépendant. On peut faire on peut faire ces thérapies face-to-face avec le patient ou bien c'était thérapies de groupe qui s'étalent sur plus de 4 semaines. Globalement, ces thérapies qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont favoriser les pensées aidantes au sévrage, minimiser celles qui sont porteuses d'envie de fumer, en apportant des comportements alternatifs à ces habitudes automatiques liées au tabac. On fait comme une éducation aux patients. Deuxièmement, les patients qui ne sont pas dépendants ou faiblement dépendants à la nicotine, mis à part les thérapies cognitivo-comportementales, le patient peut arrêter de fumer du jour au lendemain. Il n'y a aucun, d'ailleurs, quand on reçoit les patients, on leur dit rien ne vous empêche d'arrêter parce que vous n'avez pas la dépendance à la nicotine. Vous pouvez. Et dans ce cas-là, c'est la motivation. Il est motivé, il est venu chez nous, c'est qu'il est motivé. Et le secret du tabagisme, c'est la motivation. On n'oblige pas quelqu'un d'arrêter de fumer. On n'a pas l'obligation. On n'a aucune obligation sur le patient. Ensuite, vous avez ici, lorsque ce dernier a une dépendance, lorsque le patient fumeur présente une dépendance moyenne à la nicotine. Dans ce cas-là, il est important et indispensable de l'aider. On fait comme une désensibilisation en donnant la nicotine à des doses dégressives pour que l'organisme s'habitue au manque de cette dernière. C'est comme la thérapie chez les personnes allergiques. Quelqu'un, il a une allergie au pollen, on lui fait une désensibilisation sur plusieurs semaines, sur plusieurs années. Ici, non.
les substituts nicotiniques, on les donne pendant pratiquement 12 semaines jusqu'à ce que le patient devient tolérant au manque de la nicotine par exemple, ici, les timbres, ce que vous voyez ici, c'est des patchs. Vous avez des gommes et des comprimés sublinguaux et vous avez des inhaleurs. Vous avez plusieurs types. Malheureusement, en Algérie, à l'heure actuelle, on n'a pas ces substituts nicotiniques, mais on peut s'en procurer de l'étranger. Il faut savoir que ces substituts nicotiniques, ils ont la AMM. Et on va parler, c'est quoi la AMM? Et ils sont vendus dans les officines, vente libre, ils n'ont pas besoin d'une prescription particulière. Le pharmacien, au contraire, peut aider le patient pour aider, pour choisir le bon type de substitut nicotinique. Par exemple, une femme qui allaite, eh ben, il va pas lui conseiller le timbre, hein. Il va lui conseiller les gommes. Et il va lui dire que, on va parler de ça par la suite. Regardez les substituts nicotiniques. Lorsque le score il est supérieur à 5 au test de Fargenstrom, ou bien il fume plus de 20 cigarettes, donc plus d'un paquet, on commence par des patchs de 21 pendant 4 semaines. Ensuite, on passe vers les patchs de 14 mg. Ensuite, on arrive au patch de 5 mg pendant un mois et on arrête par la suite. 12 semaines suffisent pour arrêter la cigarette définitivement. Quand je dis arrêter la cigarette, veut dire que le patient, il a arrêté de fumer et on a donné des substituts nicotiniques. On va pas rajouter, on va pas faire le- la somme des deux, hein. Quelqu'un qui est sous patch, il ne fume pas. S'il est sous patch et il fume, ce patient, il est en train de maximiser sa dépendance à la nicotine. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Pour pouvoir prescrire et donner, encourager le patient à utiliser les substituts nicotiniques, le patient doit arrêter de fumer. La deuxième éventualité, lorsque le score il est inférieur, il est moyennement dépendant, dans ce cas-là, les patchs, on commence par 14 milligrammes par 24 heures. Il les met pendant 24 heures. Ensuite, il utilise ça pendant pratiquement un mois à 2 mois et il passe vers les patchs de 7 milligrammes et par la suite, l'arrêt définitif. Pour les patients qui ont des scores largement supérieurs à 7, ils sont fortement dépendants à la nicotine, il y a des traitements pharmacologiques qui sont recommandés. Et notamment chez les personnes qui présentent une maladie psychiatrique, la schizophrénie ou la dépression, où c'est très difficile d'arrêter le tabagisme. Chez ces patients, on peut être amené à prescrire le bupropion dans les consultations d'addictologie ou bien le Champix. Le Champix, il était en Algérie et par la suite, après avoir constaté qu'il y avait des publications internationales sur un risque qui était rapidement annoncé comme ça, comme quoi risque de suicide, il a été rapidement retiré du marché algérien et à l'heure actuelle, on n'a pas un produit pour un médicament pharmacologique dédié au sévrage tabagique chez les personnes fortement dépendantes à la nicotine. On arrive à la cigarette électronique. La cigarette électronique, euh, c'est euh, c'est une façon d'aider le patient dans le sévrage tabagique qui intervient euh, après, après avoir utilisé les thérapies hein, cognitivo-comportementales et les substituts nicotiniques. Nous, l'histoire de la cigarette électronique, elle est récente, hein. C'est un Chinois qui l'a inventé, c'est Han Ling en 2006. La cigarette électronique, elle a un nom générique, c'est la vape ou vapoteuse. C'est pas un médicament. D'ailleurs, vous n'allez pas le chercher dans les officines, dans les pharmacies. Vous n'allez pas le trouver. Il ne détient pas l'autorisation de mise sur le marché. C'est l'AMM.
Vous savez qu'avant qu'un médicament rentre en Algérie, il faut qu'il ait la MM, l'autorisation pour qu'il soit distribué aux Algériens. Et la cigarette électronique, elle n'a pas la même. Elle ne peut être vendue en pharmacie. C'est un produit de consommation courante. C'est-à-dire, vous pouvez le trouver dans le hanout, sans aucun problème. Et c'est avec beaucoup beaucoup de, comme étant pneumologue, nous, on voit comme ça certains jeunes utiliser la cigarette électronique et on attire l'attention sur le danger de cette dernière. On reste quand même sceptique, nous, la communauté des pneumologues, par rapport à la cigarette électronique, mais on reste sceptique par rapport à certaines études. On n'est pas sceptique parce que on a entendu, on a cherché et on a trouvé des publications dans ce sens. La cigarette électronique est un produit de consommation courante et c'est un générateur d'aérosols. Euh, c'est c'est une c'est un brouillard. C'est pas une fumée. C'est pas comme la cigarette. Et il a une forme de cigarette. Voilà. On parle également de système électronique de délivrance de la nicotine, c'est le SEDEN, ou bien système de délivrance sans nicotine, c'est le SEDENSN. Et à l'heure actuelle, ce qui est important de parler du SEDEN, parce que c'est lui qui nous intéresse, hein. L'arrière-pensée derrière la cigarette électronique, c'est d'aider les personnes qui ont un problème par rapport à la nicotine, les personnes qui ont un problème par rapport à la gestuelle, euh, quand ils portent une cigarette à la main pour pouvoir la fumer, on peut les aider pour se débarrasser de cette gestuelle. Alors la cigarette électronique, elle se manifeste comme ça. Elle a une forme d'une cigarette, d'accord? Regardez ici, vous avez une pile ici, dans son extrémité, hein. Vous avez une pile ou une batterie qui est rechargeable. D'accord? Vous avez un capteur ici qui détecte les aspirations du fumeur, parce que quand il aspire, c'est là où il va y avoir un microprocesseur qui régule la chaleur. D'accord? OK? Il y a ici, par exemple, un atomiseur dans lequel une résistance chauffe le liquide qui se trouve en dessus. D'accord? Très bien. Ce liquide est contenu dans une cartouche. Et cette cartouche est un mélange de nicotine avec du propylène glycol et des arômes. Le propylène glycol, on peut les trouver dans des additifs alimentaires, hein. D'accord? Et là, regardez, le patient ici, il va la mettre dans la bouche, d'accord, entre les lèvres, et il va tirer. Quand il va tirer, il va y avoir la diffusion des vapeurs lors de l'aspiration. Quand il va tirer, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a quelque chose qui va chauffer ici. Il va le détecter ici, hein. Il va détecter. C'est un capteur. Il va y avoir rapidement la température qui va augmenter ici et le liquide va chauffer. Quand il va chauffer, il va y avoir la production d'un brouillard. D'accord? C'est pas une fumée. D'accord? Et le patient va inhaler de la nicotine, mais pas que, puisqu'elle est associée avec d'autres substances. La cigarette électronique, appelée la vapoteuse, sert à délivrer de la vapeur artificielle. C'est pas de la fumée, c'est pas comme dans la cigarette. Cette vapeur artificielle, elle est aromatisée, elle peut contenir la nicotine ou non. Le principe est de provoquer par un chauffage doux, contrairement à la cigarette, le chauffage, la combustion dans la cigarette, c'est 500 à 700 degrés et ça nous donne une fumée. Dans la cigarette électronique, non, c'est un chauffage doux, pratiquement à 60 degrés, et qui va nous donner un aérosol plus ou moins concentré en nicotine. Les cigarettes électroniques peuvent être rechargeables, d'accord, ou bien elles sont jetables.
Moi, je conseille toujours les patients, s'ils peuvent en acheter, c'est les jetables. Pourquoi? Parce que à force d'acheter les jetables, le patient va se dire, c'est le moment de m'arrêter avec cette cigarette électronique. Maintenant, j'ai soigné ma dépendance à la nicotine et c'est le moment de s'arrêter. Les personnes qui achètent la cigarette électronique, on a l'importance qu'ils ont substitué réellement le tabac par la cigarette par ce dernier. Alors, en Europe, il faut savoir que la dose maximale de nicotine autorisée par la cigarette électronique est de 20 mg par millilitre. Voilà. Aux USA, la dose maximale de nicotine autorisée, elle est beaucoup plus importante. Et d'ailleurs, dans les études, ils disent que cette dose maximale est pratiquement est probablement responsable de la dépendance, de la surdépendance des patients à la cigarette électronique. Si on a comparé la toxicité entre cigarette électronique et la cigarette conventionnelle, vous allez voir que, regardez la cigarette normale, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient plus de 4000 composants, plus de 40 cancérigènes. Et grosso modo, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les goudrons responsables du cancer, les irritants BPCO et maladies respiratoires, la nicotine de la dépendance et le monoxyde de carbone pour les maladies cardiovasculaires. Et quand on regarde de plus proche, de plus près, excusez-moi, vous allez voir que, regardez, ça renseigne sur quoi quand vous avez ça? Vous pouvez m'écrire? Quand il y a quelque chose sur un produit, ça signe quoi? Vous pouvez poster, hein. Ça signe le danger. Regardez dans la cigarette, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, pardon? Danger, poison, Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc ici, quand vous regardez cette cigarette, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas que le tabac, hein. Il y a autre chose. Ils ont rajouté tout ça pour permettre sa stabilité et permettre de délivrer le maximum de nicotine. Les industriels de tabac, ils ont bien travaillé, hein, pour s'enrichir. Mais le patient, quand il fume une cigarette, il fume une bombe atomique. Et pourquoi je parle de la bombe atomique? Regardez. Il y a le cadmium. Il y a le cadmium qui, regardez ici, qui est utilisé dans les batteries. Il y a le chlorure de vinyle qu'on trouve dans les travaux publics. Il y a le DTT qu'on trouve dans les insecticides. Il y a l'arsenic. Il y a quoi encore? Euh, L'ammoniac. Il y a également, voilà, la meilleure, il y a le polonium, qui est un élément radioactif. Vous imaginez? Et ça, c'est dans la cigarette électronique. Ça, c'est la cigarette conventionnelle, excusez-moi. Dans la cigarette électronique, regardez, il y a de l'eau, il y a de l'alcool, il y a de l'arôme, menthol, vanille, citron, vous avez de la nicotine et vous avez le propylène glycol ou glycérine végétale. Très bien. Lors de la combustion, il va y avoir autre chose. Pas la combustion, le chauffage. Il va y avoir d'autres éléments dans le brouillard qui risquent de nuire la muqueuse nasale, d'accord? Et également qui risquent de nuire le cœur. Et je laisserai mon ami professeur Damen Debir qui va vous parler de ça en long et en large. Regardez les industriels de tabac les premières études faites sur la cigarette électronique. Euh, Regardez le contenu de composés carbodylés et d'hydrocarbures aromatisés polycycliques responsables de cancer dans les aérosols produits par la cigarette électronique et le tabac. Et regardez, réellement, c'est vrai que entre la cigarette tout court et la cigarette électronique, eh ben, il n'y a pas photo, hein. La cigarette, elle contient beaucoup de produits cancérigènes. Également, par exemple, ici,
quand on veut euh, mesurer l'émission. L'émission, elle est beaucoup importante par la cigarette que par la cigarette électronique. Regardez les concentrations. Les concentrations par bouffée hein, et par milligramme de nicotine. La cigarette, vous avez la cigarette. Jules, ici, c'est la cigarette électronique. D'accord? Et regardez, le monoxyde de carbone, il est de combien par la cigarette tout court? Il est de combien dans la cigarette électronique? Regardez les formaldéhyde, regardez l'acétal, et on a l'impression, c'est vrai, ils ont raison, il y a une réduction très, très, très importante. L'étude de Son École dans les années 2020, ça fait pas longtemps, retrouve que la cigarette électronique, elle apporte quand même, hein, il y a un intérêt à l'utiliser puisque elle ne donne pas autant, elle délivre pas autant de toxiques chez la personne. Mais est-ce qu'on a assez de recul pour décider que cette dernière est la meilleure éventualité, le meilleur moyen pour arrêter de fumer? La vapeur contenue par la vapeur dégagée par la cigarette électronique contient 9 à 450 fois moins de substances toxiques que la fumée de cigarette. L'étude de 2014 le prouve. D'accord. Quand il y a quelque chose de bien, il faut le dire. On est en train de, de présenter c'est l'evidence-based medicine. On va pas dire, moi, parce que la cigarette électronique ne me plaît pas, que je vais dire qu'il faut pas la prescrire. Il faut pas la conseiller. On prescrit pas, c'est pas un médicament. On dit les choses bien, mais également il faudrait donner un aperçu sur les choses qui sont en train de nous obliger, de nous interpeller euh, pour réviser notre langage avec le patient et répondre de façon beaucoup plus scientifique quand il nous pose la question sur la cigarette électronique. Alors, il faut savoir que pour parler de la toxicité de la cigarette électronique, on s'est rendu compte, en faisant des études de bibliographie, il n'y avait pas beaucoup d'études sur cette dernière en raison des problèmes méthodologiques, d'études de petite taille, résultats contradictoires, absence de suivi à long terme, conflit d'intérêts par rapport à celui qui fait l'étude, mais également, il est difficile de mesurer l'impact réel en matière d'efficacité et les méfaits de cette dernière chez des personnes qui consomment aussi bien le tabac que la cigarette électronique. Deuxièmement, vous devez savoir que le principal composant des e-liquides, c'est le liquide qu'on met dans la cigarette électronique, qui est le propylène glycol. Et il ne semble pas avoir de toxicité à court terme, à la température 60, hein. Mais par contre, au-delà de 250, il peut occasionner des problèmes. Camillari, en 2018, a permis in vitro de retrouver la présence de cadmium, de plomb, de nickel, de cuivre, d'arsenic, de chrome, qui sont considérés comme étant nocifs sur la santé humaine, mais à des concentrations beaucoup plus faibles. Vous devez savoir qu'il y a des normes pour pouvoir libérer cette cigarette électronique et pour qu'elle puisse être vendue, il y a des normes. En français, c'est les normes AFNOR, mais cependant, les connaissances scientifiques actuelles restent insuffisantes sur les effets de ces molécules sur le long terme. Le problème, c'est que on n'a pas une étude randomisée multicentrique, tout ce que vous voulez, sur l'effet sur plusieurs années de la cigarette électronique chez les patients. Pasquero, en 2022-21, commence, à partir des années 2017, les scientifiques voulaient savoir quel est le problème réellement rencontré par cette cigarette électronique. Pourquoi on n'arrive pas à la, euh, à la, à l'indiquer chez les patients fumeurs.
On a toujours comme une petite réserve parce qu'on n'a pas assez de publications, parce qu'on se rend compte que quelqu'un qui fume, il va pas arrêter rapidement. On est très gêné par rapport à cette dernière. Regardez, Pasquero, dans les années 2021, il publie un très beau travail et il trouve que 37,4% des 18-75 15 ans ont déclaré avoir déjà expérimenté la vapoteuse. Donc, son utilisation est énorme, et notamment en Angleterre. Les fumeurs anglais utilisent beaucoup la cigarette électronique, mais le problème, c'est qu'ils l'utilisent après 1 an, 2 ans. Est-ce qu'on parle de sévrage? On a dit le sévrage tabagique, c'est l'arrêt du tabac après 6 mois. Est-ce qu'on considère ces patients sévrés en tabagique, en tabac ou non? Ils n'ont pas consommé. Parfois, ils consomment avec la cigarette électronique, mais notre objectif, c'est qu'ils arrêtent définitivement cette cigarette. En 2019, avant cette étude de 2021, Pasquero retrouve que parmi les 18-75 ans, le vapotage et le tabagisme sont étroitement liés. Presque tous les vapoteurs sont des fumeurs occasionnels ou quotidiens. Et c'est dangereux. Rarement, on trouve des vapoteurs quotidiens qui ne fument, qui n'ont jamais fumé. Mais même avec les 1% doivent nous interpeller. Watkins, en 2018, retrouve que les adolescents non-fumeurs qui utilisent les vapes sont 2 à 3 fois plus susceptibles à consommer, à fumer du tabac que ceux n'ayant jamais essayé le vapotage. Et c'est là la dangerosité de la cigarette électronique sur le plan respiratoire, hein, mais pas que, hein, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan général. Et cela a été attribué aux États-Unis à la disponibilité des e-liquides, du liquide qui est contenu dans la cigarette, qui est vraiment très dosé en nicotine. Également, McBay en 2018, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que les adolescents utilisant la vapoteuse sont également plus à risque à consommer autre chose. Pas que la cigarette, le cannabis, les stupéfiants, la drogue, etc. Les substances psychoactives, etc. On n'a pas assez de recul. On craint que cette dernière soit utilisée de façon abusive et mal placée par la population et notamment chez les adolescents. Tout ça nous interpelle. On sait que ce qui est en bleu, vous allez voir que c'est tout ce qui apporte plus pour le sévrage tabagique, tout ce qui est en rouge pour vous dire que c'est quelque chose, la cigarette électronique euh, risque de risque d'altérer des systèmes d'organes chez le patient. Alors, les effets irritants ou toxiques des composants de la vape sont nettement moins élevés que ceux du tabac. Bien entendu, ça a été prouvé, mais à condition qu'elle soit utilisée de façon exclusive. Quand on commence la cigarette électronique, on la commence seule, après avoir euh, arrêté le tabac. Après avoir arrêté le tabagisme, on utilise la cigarette électronique, oui, pour une période, d'accord, et jamais en association avec le tabagisme. Les addictologues considèrent que la vape peut avoir sa place dans l'arrêt du tabagisme. Peut-être, oui, chez une certaine catégorie de patients. À l'heure actuelle des connaissances scientifiques, il y a des incertitudes. Il persiste des incertitudes quant aux effets sur la santé à moyen et à long terme. Au regard des données probantes insuffisantes dans la littérature scientifique concernant l'efficacité de la cigarette électronique pour le sévrage, les professionnels de santé qui sont vous, d'accord, nous et vous, ne doivent pas proposer les cigarettes électroniques avec nicotine. Au contraire, il faut plutôt recommander à nos patients les outils éprouvés, c'est-à-dire que type de thérapie de substitution, nicotine patch, etc.,
ou les thérapies cognitivo-comportementales, ou bien les médicaments pour le tabagisme, pour le sévrage chez les personnes qui sont très dépendants. Mais même si on ne connaît pas précisément le rapport entre leurs bénéfices et leurs risques, il n'est pas exclu que ces produits, à savoir la cigarette électronique, utilisés hors système de santé, معندهاش là même, peut présenter une aide. Elle peut constituer une aide quand même. Donc, on ne va pas dire nada. On ne doit jamais l'utiliser. Au contraire, on doit l'étudier et on doit être à jour par rapport à toutes les études qui traitent sur le sujet. Rappelez-vous, la cigarette électronique n'est pas un produit sain. Elle libère des substances irritantes et le plus souvent la nicotine. La nicotine n'est pas seulement un produit, une substance responsable de la dépendance. Également, elle est responsable d'autres maladies et professeur Daman Debih va vous en parler. En raison de ce potentiel addictif et irritant, il faut la déconseiller aux sujets non fumeurs, d'accord? Si quelqu'un vous dit, mais moi, j'ai l'impression, je voudrais, vous allez lui dire, ne le faites surtout pas chez les sujets adultes et adolescents ou bien chez les personnes qui ont arrêté. Peut-être quelqu'un peut venir vous dire, vous savez, j'étais très bien avec la cigarette. C'est vrai que je l'ai arrêtée, je suis très motivée, mais je veux utiliser, je veux avoir la sensation de bien-être de la nicotine. Vous allez lui dire non, vous allez retomber. Vous allez retomber vers le tabagisme, vers la toxicomanie une deuxième fois. Également, cette cigarette électronique, elle va reproduire une gestuelle et un effet sensoriel oropharyngé qui peut contribuer à normaliser le tabagisme. Donc, on fait très attention. Regardez ici la comparaison de la prévalence des comportements à risque entre les sujets qui ne vapotent pas et les sujets vapoteurs. Les vapoteurs, ceux qui utilisent la cigarette électronique, sont 5 à 10 fois plus susceptibles d'avoir déjà utilisé dans leur vie une drogue. Regardez, ici, quelqu'un qui a déjà utilisé la cigarette électronique par rapport à celui qui n'a pas utilisé, alors il boit beaucoup plus, il consomme plus de cannabis, plus de cocaïne, plus d'héroïne et plus de les enfin, les stupéfiants, autre médication. Ça, c'est une étude qui est récente, gauche en 2019. Donc, on arrive, actuellement, il y a des publications très intéressantes sur la cigarette électronique. Pendant pratiquement 10 ans, c'était le désert. Et à partir des années 2017, les scientifiques se sont penchés sur ce problème et on a plus une bibliographie plus diversifiée. Enfin, on arrive au vapotage passif. Il y a un risque d'exposition infime par rapport au tabagisme passif, mais également, on n'a pas assez de recul dans ce sens. On n'a pas assez de recul. Rappelez-vous, de 1800, dans les années 1400, il y a eu le tabac qui est arrivé en Europe. Par la suite, il y a eu la propagation de ce dernier, la diffusion dans toutes les sociétés. Ça a pris du temps. Et à partir des années 1980, on a commencé à étudier l'effet néfaste et à proposer des solutions pour le sévrage. Pour le tabagisme, pour la cigarette électronique, on n'a pas assez de recul pour identifier réellement les vrais effets secondaires de cette dernière. Votre rôle. Votre rôle, c'est d'accompagner le patient. Regardez, vous êtes là pour l'accompagner. Vous n'êtes pas là pour le pousser. Vous êtes en haut et vous l'attrapez par la main pour qu'il puisse arriver à son but. Vous êtes là pour corriger les préjugés. Il va vous dire, écoutez, on m'a parlé du sévrage tabagique et on m'a dit que c'était pas efficace. Vous allez lui dire que c'est prouvé scientifiquement.
Il y a des personnes qui ont la phobie de la nicotine. Vous allez lui dire arrêtez. Les substituts nicotiniques sont efficaces, prouvés scientifiquement, et que il est possible, parce que parfois il y a des patients qui vont vous dire impossible que j'arrête. C'est pas possible. J'ai des amis, j'ai des parents, etc. Vous allez lui dire que si. Ensuite, il va vous dire les substituts nicotiniques, je ne peux pas les utiliser parce que je suis une femme qui allaite. Vous allez lui dire non, qui vous a dit ça? Vous pouvez utiliser pas les patchs, mais les gommes. Et vous pouvez les utiliser avant les tétés. Quelqu'un va vous dire, écoutez, moi, je vais le faire, mais la solution, elle est dans la cigarette électronique et pour le moment, je ne l'ai pas achetée. Vous allez lui dire non, la solution, c'est pas dans la cigarette électronique. La solution, c'est déjà évaluer votre dépendance. Commencez par les thérapies cognitivo-comportementales. S'il faut que je vous donne un substitut nicotinique, je vous le donnerai. Et à l'heure actuelle, la cigarette électronique, en réalité, n'est pas considérée comme un produit pour traiter la dépendance de façon médicale. Votre rôle également est d'amener cette courbe de pourcentage des fumeurs, d'accord, à la réduction. Parce que parfois, il y a toujours un sursaut, hein, d'accord? Regardez ici le sursaut entre les années 95 et les années 2000, d'accord? La crise économique, il y a tellement de choses. Et vous êtes là pour diminuer complètement le nombre, le pourcentage de tabagiques par votre pratique quotidienne. Je vais vous poser une question. Quelles sont les réponses qui sont vraies? Il est démontré que la vapoteuse aide les fumeurs à arrêter de fumer. Vrai ou faux? Deuxièmement, on sait que la vape diminue. Hmm. On était en train de parler avec professeur Daman Debih. Je vais vous poser ces questions et vous allez me dire quelle est là où les réponses justes, hein. Pas maintenant, oui. Voilà. Vous pouvez même prendre une capture d'écran. On sait que la vape diminue la mortalité liée au tabac, est-ce que c'est vrai ou non? La vapoteuse est moins toxique que le tabac, vrai ou non? Si je rencontre un patient abstinent au tabac et qui vape exclusivement, je dois le dissuader de poursuivre son utilisation de la vapoteuse, vrai ou non? On ne connaît pas ce que contient un E liquide, c'est la solution qu'on met dans la cigarette électronique. La vapoteuse est un médicament qui aide au sévrage tabagique, oui ou non? Et la vapoteuse délivre du monoxyde de carbone, est-ce que vrai ou faux? On répondra à ces questions à la fin des trois présentations. Voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la place de la cigarette électronique comme moyen d'arrêt du tabac est discutée. Que la vape inquiète, voilà, car elle pourrait ne pas être sans danger à moyen terme, d'accord, et permet d'initier aux jeunes le tabagisme. Bien qu'encore partiel, les études indiquent que si la vape doit être surveillée et réglementée, elle aussi est une opportunité nouvelle pour aider le patient à se débarrasser du tabac. Donc, il y a une contradiction, mais également la communauté scientifique, elle est en train de faire des études pour répondre à cette dernière. Donc, j'arrête ma présentation pour vous dire, gardez un beau sourire et vivez sans tabac. Je laisse la parole à ma collègue, professeur Daman Depir, qui va vous parler. Voilà, qui va vous parler des effets de la cigarette électronique sur l'appareil cardiovasculaire. D'accord? Impossible. En tout cas, il faut toujours l'attaquer. Ouais, d'accord. Très bien. Merci pour votre attention. Merci, Madame Gauguin. Je reviendrai, hein. Et attends, il faut que je lance pas que d'abord. Comment on fait pour vous lancer? Directement. Directement, tu lances. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, c'est professeur Damat Birk. Je suis cardiologue au CHU Mustapha, service de cardiologie à 1.
Alors, hum, euh, hum, hum, très bien. Pardon. Est-ce que tout le monde peut, en fait, peut voir l'écran ou pas? Est-ce que l'écran est partagé ou pas? Madame Kogan? On le partage. Madame Kogan, vous arrivez à voir l'écran? Pardon? Non, je ne sais pas si l'écran est partagé ou pas. Je vais est-ce que box est partagé ou pas? Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez me certifier par le chat, est-ce que l'écran est visible ou pas? Très bien. Donc, l'écran est visible, n'est-ce pas? Très bien, merci. Très bien, merci. Alors, ok, c'est bien. Alors, aujourd'hui, on parlera de... En fait, on a fait exprès avec professeur Labarre de lancer un petit peu la polémique, la discussion, parce que réellement, dans la communauté scientifique, ce qui existe, en fait, la cigarette électronique, c'est beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent. Donc, et l'industrie donc, du tabac, elle se défend assez bien. Donc, il y a toujours des études qui sortent pour essayer un petit peu de rassurer les médecins. Mais vous verrez progressivement qu'il n'en est rien. Et un jour ou l'autre, en fait, progressivement, la vérité donc, va refaire surface. Alors, euh, aujourd'hui, en fait, on va faire un petit rappel. On parlera de la composition donc du liquide, du e-liquide. Vous savez, la cigarette électronique, c'est tout simplement une batterie qui chauffe et qui va chauffer un liquide. Ce liquide-là, il va se vaporiser et donner une fumée. Une fumée, bien sûr, qui est chargée en nicotine, ça c'est clair. Euh, Toute cigarette électronique a besoin d'un e-liquide, c'est-à-dire le liquide qu'elle va combiner. Non, c'est bon.
Non, c'est visible. Très bien. Alors, Alors, ici, en face, ça c'est la cigarette électronique de dernière génération. Ça s'appelle en fait le Jules. Elle ressemble à une clé USB. D'accord? Et puis à côté, ce qu'il y a à côté, c'est les petites recharges. Elles sont toutes petites, il y a du liquide transparent. Mine de rien, il paraît inoffensif, mais on verra, il n'est pas si inoffensif que ça. Très bien. Souvent, ce liquide-là, il est nicotiné. Sinon, personne n'achètera en fait quand cette cigarette électronique. Donc, souvent, il est nicotiné. Et il y a au minimum quatre composants. Il y a quatre composants qui reviennent toujours sur ce E liquide. Il y a toujours une base. C'est une base soi-disant neutre, mais elle est neutre quand elle est froide. Mais une fois chauffée, c'est autre chose, avec un peu d'alcool. Cette base neutre, elle va supporter la nicotine surtout, mais aussi les arômes, avec un tout petit peu d'eau. Mais la question n'est pas quelle est la composition du E liquide, qu'on injecte au niveau de la cigarette électronique, qu'on va chauffer pour produire cette vapeur. Mais en fait, quand c'est la composition de la vapeur, parce qu'en ce qui est froid, qu'on a chauffé, donc là, le produit il va changer, ça va devenir un autre produit. Parce qu'en fait, quand avant de vendre le- la cigarette électronique, c'est clair qu'on s'est assuré que ce qui est dans le E liquide, cette liquide qu'on injecte, avec lequel on recharge la cigarette électronique, était inoffensif. Ça a été fait. Mais une fois chauffé, le produit est complètement différent. Donc, dans cette présentation, on mettra le point sur la composition, non pas du E liquide, les recharges de la cigarette électronique, mais en fait, compte sur ce qui est généré, les émissions ou l'aérosol qui est généré par la cigarette électronique. On n'appelle pas ça fumée, mais on n'appelle pas ça un aérosol, parce que c'est vraiment de l'aérosol. Et dans cet aérosol-là, c'est clair qu'il y aura de la nicotine. On verra par rapport aux concentrations, mais pas que. Il y aura des composés carbonylés. C'est les composés carbonylés. Il y aura des radicaux libres, des particules fines, des métaux, oui, 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 des métaux, et puis des composés aromatisants. Alors, on commencera par le commencement. La nicotine, c'est en fait, qu'elle soit dans du tabac ou dans une cigarette électronique, son effet cardiovasculaire, il est connu. On sait très bien, en fait, compte que la nicotine elle altère, en fait, quand elle se termine par une altération du système cardiovasculaire. Ça, c'est une donnée qui est ancienne, on n'a pas besoin de le prouver. Euh, mais on vous dira toujours, la cigarette électronique, elle est faiblement dosée en nicotine, des doses infracliniques, des doses qui ne pourront pas produire le même effet que la nicotine. Eh bien, sachez qu'au fil des générations, parce que là, je vous ai mis une image de la cigarette électronique de première génération, deuxième, troisième et quatrième. Là, je vais vous parler aussi de la cigarette de cinquième génération à la fin. En fait, la quatrième génération, ce qu'on appelle le Joule. Le Joule, c'est une cigarette électronique qui ressemble en fait à une clé USB. Elle est toute petite, toute mignonne. Et vous verrez qu'au fil des générations, la concentration en nicotine, elle est de plus en plus élevée et elle peut atteindre des doses qui dépassent ceux de la cigarette classique. On vous dira que la nicotine qui est mise dans cette cigarette électronique, elle ne diffuse, elle est moins nocive. C'est vrai, ça l'était pour les cigarettes électroniques de première génération, mais avec les dernières, on utilise les sels de nicotine et les sels de nicotine, ils diffusent très rapidement dans le corps, aussi rapidement que la nicotine classique. Donc, cette notion de cigarette faiblement dosée aux nicotine, elle n'y est plus. De nicotine qui diffuse faiblement, elle n'y est plus. Donc, c'est une nicotine donc, c'est une concentration très élevée en nicotine et avec une diffusion aussi rapide. Alors, la nicotine, là, c'est juste une révision. La nicotine, c'est surtout une stimulation du système sympathique. Ça veut dire quoi, stimulation du système sympathique? Ça veut dire que le cœur va battre beaucoup plus vite. S'il bat beaucoup plus vite, donc il va se fatiguer très rapidement. Il sera stressé. La nicotine, elle est vasoconstrictive, donc il y a une vasoconstriction diffuse de tout le réseau artériel, donc vous allez avoir de l'hypertension ou la aggravation de l'hypertension artérielle.
vous allez avoir une vasoconstriction aussi des coronaires, donc le débit, la quantité de sang qui arrive au myocarde, elle sera abaissée. Imaginez d'un côté la quantité de sang qui arrive au cœur qui baisse, et d'un autre côté le cœur qui travaille beaucoup plus, donc il y a une souffrance, une ischémie. La cellule myocardique qui souffre, elle va finir par mourir. Si elle meurt, elle sera remplacée par de la fibrose. Et la fibrose, quand il n'y a pas de myocarde, il y a de la fibrose, c'est de l'insuffisance cardiaque, tout simplement. Pas que, hein, pas que. En fait, quand il y a toutes ces actions, tous ces effets, même les effets néfastes sur le système cardiovasculaire de manière directe, mais indirectement, on verra une résistance de plus en plus importante à l'insuline. On verra aussi une augmentation du mauvais cholestérol, une baisse du bon cholestérol, et tout ça, tout ceci va faire qu'il y ait une accélération de l'athérosclérose. Donc, du coup, la nicotine, peu importe le mécanisme, elle va aboutir à des maladies cardiovasculaires. Elle va altérer la fonction myocardique à la fin, donc vous aurez de l'insuffisance cardiaque. Vous allez avoir aussi de l'hypertension artérielle, vous allez avoir des arythmies, le cœur qui souffre, qui est en ischémie, donc il va être l'ischémie, c'est quelque chose d'arythmogène qui provoque des arythmies. Donc, tout ça, c'est secondaire à la nicotine incluse dans la cigarette électronique. Le deuxième composant, euh, en fait, là, je vous ai mis donc le dernier arrivé, la quatrième génération donc, des cigarettes électroniques, c'est le Juul. Et le Juul, il est très fortement donc, dosé en nicotine. Et le deuxième composé, pardon, c'est le carbonyle. C'est quoi les composés carbonylés? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de CO2 dans le... Pardon, je vais fermer la porte parce que ce claque. C'est vrai qu'il n'y a pas de CO2 dans la cigarette électronique, mais il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle les dérivés carbonylés. Les dérivés carbonylés, en fait, c'est ce qu'on a une fois que le solvant, l'alcool, et une fois que la base, soi-disant neutre, une fois que les arômes sont chauffés, eh ben, on a des dérivés carbonylés. Donc, ce qui était à la base neutre, alcool, base, un peu les arômes, ce qui était inoffensif, eh bien, ça devient ce qu'on appelle ces dérivés carbonylés. Et après, les dérivés carbonylés, c'est pratiquement 75% de la composition de l'aérosol, ce qui est dégagé par la cigarette électronique. Est-ce que ça a un effet néfaste sur le cœur, oui ou non? Eh bien, oui. Ça a un effet de stress oxydatif. C'est un effet pro-inflammatoire. Ça veut dire quoi? Qui fait que les fruits, s'ils ne sont pas conservés, s'il n'y a pas de conservateur, sont détruits progressivement. L'oxydation, c'est la destruction de tout ce qui est vivant. De la même manière, quand vous laissez un fruit ou un légume en dehors du frigo ou là sans produit conservateur, il se détruit progressivement. Et ben, le même phénomène d'oxydation, il va toucher aussi la cellule. Elle va finir par être détruite. Donc, quand je vous dis stress oxydatif, quand je vous dis telle molécule ou tel phénomène produit du stress oxydatif, dans votre tête, c'est une destruction de la cellule, ni plus ni moins. À part le stress oxydatif, ces dérivés carbonylés, ils sont pro-inflammatoires. Je vais revenir sur l'athérosclérose. L'athérosclérose, la maladie du Kiel, pardon, ce qui donne en fait contre l'insuffisance coronaire, l'artériopathie, les AVC. Et ben, l'athérosclérose, c'est pas que du gras, c'est pas que des cailloux de sang. L'athérosclérose, c'est une inflammation, c'est une maladie inflammatoire au départ, du moins de la paroi vasculaire. Et du coup, ces dérivés carbonylés, ils vont essentiellement euh, euh, produire du stress oxydatif, du stress et aussi de l'inflammation. Donc, du coup, donc, il y aura quand je dis stress, donc destruction du myocarde, donc insuffisance cardiaque, inflammation, ça veut dire athérosclérose et donc coronaropathie, artériopathie des membres inférieurs et AVC. Donc, l'aboutissement, il est pratiquement le même que la nicotine, à moindre degré, mais l'effet, il est toujours là. Alors, d'ailleurs, c'est pour cette raison que la cigarette électronique, progressivement, je vais vous parler des cigarettes électroniques, hein. Cette cigarette électronique, là, qui ressemble
dite de quatrième génération, qu'on appelle le jus, très à la mode parmi les jeunes. Eh bien, récemment, vu la quantité importante de nicotine et de dérivés carbonylés qu'il y a à l'intérieur, elle a été pratiquement interdite aux États-Unis. Et après ça, on verra un autre gadget qui vient de sortir qui s'appelle le Vase. Celui-là, ça a la taille d'une cartouche de cigarette. Mais écoutez, c'est encore beaucoup plus fort. C'est une voiture beaucoup plus puissante, ni plus ni moins. Parce qu'en fait, quand euh, la caracasse a changé, mais la cartouche, c'est toujours la même. Les cartouches qu'on met dans ces cigarettes électroniques, ça s'appelle des pods. Voilà. Les pods du jus sont les mêmes que du vasé, ce qu'on appelle les cigarettes de cinquième génération. Donc, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Donc, l'industrie du tabac, c'est parce que c'est la même industrie, elle a détourné le problème en créant un autre format, mais en utilisant toujours le même principe. Et on verra tout à l'heure que c'est beaucoup plus dangereux, ces cigarettes de cinquième génération. Enfin, les métaux. Vous allez me dire d'où proviennent les métaux. Dans cette cartouche, dans ces pods, il n'y a pas de métal. Eh bien oui, vous avez raison. Mais en fait, quand dans ces cigarettes électroniques, le chauffage de ce liquide-là se fait grâce à une bobine, tout simplement. Et cette bobine-là, une fois qu'elle chauffe, eh ben, elle va libérer du métal. C'est ce métal-là qu'on va retrouver dans la vapeur. Certes, ces métaux sont présents à des quantités infimes, mais là, vous avez affaire à une consommation pluriquotidienne au long cours. Donc, les effets, vous allez me dire, ils ne sont pas mesurés. En fait, si les études commencent par sortir progressivement, c'est vrai au départ, on ne savait pas, mais progressivement, on se rend compte que les métaux aussi, ils se déposent sur la paroi vasculaire et donnent ce qu'on appelle une dysfonction endothéliale. L'endothélium, c'est ces cellules qui couvrent tout l'appareil vasculaire, toutes les artères, toutes les veines, le cœur de l'intérieur, c'est un petit peu l'endocarde. Et c'est la première lésion, c'est le début de l'athérosclérose. Toute athérosclérose commence par une dysfonction endothéliale. Une fois que cette cellule endothéliale est lésée, c'est le départ et le démarrage de l'athérosclérose. Enfin, les radicaux libres et les particules fines. Là aussi, écoutez, c'est vrai, tout ce que je viens de dire, nicotine, enfin plus ou moins, métaux, euh, dérivés carbonylés, radicaux libres, ils sont présents aussi bien dans l'aérosol des cigarettes électroniques, mais aussi dans la cigarette classique, le tabac classique, mais avec une moindre concentration. Ça, c'est vrai, il n'y a rien à dire, c'est clair, mais il y a toujours une quantité qui est significative, elle n'est pas non significative. Et là aussi, ces radicaux libres qui sont secondaires à la combustion de tous ces produits dans le pod, dans cette recharge, dans ce E liquide, eh bien, ils vont agresser aussi le système cardiovasculaire de la même manière. Vous allez vous rendre compte que je remets toujours la même plaque qui aboutit toujours à la maladie cardiovasculaire, que je parle plus ou moins des mêmes mécanismes. C'est-à-dire, il y a toujours remodelage, destruction des cellules, remodelage, arythmie, dysfonction endothéliale, athérosclérose accélérée. En fait, que ce soit la nicotine, les particules fines, les métaux, les arômes, tous aboutissent à une destruction, mais le mécanisme prépondérant est différent. Autant les arômes et les dérivés carbonylés, c'est du stress, c'est de l'inflammation. Autant les particules fines et les métaux, c'est la dysfonction endothéliale. Autant la nicotine, c'est carrément, en fait, quand la destruction cellulaire et surtout l'effet vasoconstricteur. C'est la vasoconstriction qui prédomine. Mais tous, plus ou moins, jouent dans le même chantier, avec pratiquement les mêmes mécanismes. Chacun va frapper un peu plus fort à droite ou à gauche, mais l'aboutissement, il est le même. Certes, a priori moindre, on le verra, est-ce que c'est vrai, moindre ou pas que la cigarette classique, mais il est fait, il est là, il est significatif. Les études de plus en plus récentes commencent par le mesurer. En fait, quand toutes les études, c'est 2004, 2024, 2023, hein, c'est très, très, très récent. Enfin, je termine par les arômes. Il y a pratiquement plus de 7000 additifs alimentaires. Les additifs, c'est clair, ils ne sont pas toxiques, on le sait, mais quand ils sont consommés, péros. Mais une fois qu'ils sont chauffés, ils se transforment en autre chose. Ce sont les dérivés carbonylés. Et là, ils sont toxiques. Ils vont rejoindre un petit peu les composés carbonylés et donner aussi du stress et de l'inflammation. Euh,
Maintenant, on vous dira, il n'y a pas d'études qui disent que la cigarette électronique est mauvaise ou altère donc un effet cardiovasculaire néfaste. C'est vrai. En fait, quand on a décomposé les composants de l'aérosol que produit la cigarette électronique. Chacun à part, on sait qu'il est nocif et du coup, là, c'est clair que l'ensemble est nocif. C'est vrai qu'il n'y a pas d'études claires. On a mis cigarette électronique, pas de cigarette électronique. Il y a les études bien faites, bien conçues avec un grand échantillon. Il n'y en a pas, c'est vrai. Mais on sait que chacun des composés cette fumée, pardon, de cet aérosol de la cigarette est nocive pour l'état cardiovasculaire et ça, c'est une évidence. Au long terme, on le sait pas encore parce qu'en fait, les études sont récentes, mais a priori, c'est très préoccupant. C'est très, très préoccupant et je vous dirai pourquoi c'est très préoccupant. Parce qu'en fait, plus on avance dans les générations, plus cette cigarette est plus dosée en nicotine et en fait, avec des batteries de plus en plus puissantes, professeur Lauer, pardon, tout à l'heure, elle vous a parlé de chauffage d'eau. Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de chaleur avec le tabac classique, la cigarette classique, et normalement, avec la cigarette électronique, la chaleur, elle est petite, donc il n'y a pas beaucoup de combustion. Ça n'est pas vrai. En fait, quand le vasé, c'est celui-là le vasé, c'est la cinquième génération, ça vient de sortir en Algérie. Ce qu'on a en Algérie, c'est le Jules, parce que le Jules vient d'être interdit aux États-Unis et en Europe. Du coup, on va avoir tout l'arrivage chez nous, il ne sera pas très cher, c'est pour ça qu'on va avoir une épidémie. Par contre, eux, ce qu'ils ont, c'est le vasé. Et le vasé, c'est des batteries beaucoup plus puissantes, donc ça va chauffer beaucoup plus haut et des résistances beaucoup plus élevées, donc beaucoup d'autonomie. La conséquence, on va avoir pour une petite aspiration, un aérosol beaucoup plus concentré et beaucoup plus longtemps et plus rapidement, ni plus ni moins. Donc c'est comme si, d'ailleurs les jeunes le disent, c'est échanger un portable, un Nokia contre un iPhone, enfin l'ancien Nokia. Donc, sans tarder, euh, écoutez, on les a décomposés, que ce soit les composants de cet aérosol que diffuse la cigarette, nicotine, particules fines, métaux, arômes, composés carbonylés, tous, ils ont un effet cardiovasculaire délétère. Certes, ils sont pour le moment moins dosés que dans la cigarette classique, mais la consommation, elle n'est pas contrôlée. Donc, il y a une consommation. Donc, les gens dans leur tête, surtout les jeunes dans leur tête, ils pensent que c'est inoffensif, donc ils ne se gênent pas, ils consomment à volonté cette cigarette électronique. Et donc, du coup, ce qu'on a un petit peu gagné en matière de dose ou d'effet moindre pour chaque cigarette, pour chaque bouffée, on le récupère en consommation. Ce qui va nous amener sur notre deuxième sujet qui est la cigarette électronique et la jeunesse. Qu'est-ce qui attire notre jeunesse à la cigarette électronique? Je ne sais pas si vous avez des questions en attendant que je lance la dernière partie de la présentation. Madame Gogam, vous pouvez leur donner la parole si vous voulez. Pardon. Alors, qu'en est-il entre jeunesse et cigarettes électroniques? Alors, on va faire un petit tour de statistiques juste pour mesurer en fait l'ampleur du problème. Je dis péril et promesses parce qu'on promet beaucoup de choses aux jeunes, mais au bout du chemin, il y a un grand péril. Euh,
La cigarette électronique, on n'a pas de statistiques, bien sûr, dans notre pays. Encore moins, même en Europe, il n'y a pas assez de statistiques. Ce sont les Américains qui font beaucoup de statistiques. Vous savez, les Américains, il y a beaucoup de poursuites en justice, donc du coup, les statistiques sont toujours là. C'est les assurances maladies qui font beaucoup de statistiques. Donc, on sait qu'il y a une grande augmentation en matière de consommation de la cigarette, pratiquement de 5% par année. Entre 2017 et 2018, 30% des adolescents disent qu'ils ont essayé au moins un produit à base de nicotine. On verra est-ce que c'est du tabac classique ou de la cigarette électronique. Mais on estime d'emblée qu'un lycéen sur 5 a déjà testé une cigarette électronique et pratiquement un collégien sur 20. Vous allez me dire, oui, mais la cigarette électronique, elle a permis de revenir en arrière, de réduire la consommation du tabac classique. Euh, Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Au fil du temps, on se rend compte que les gens, en fait, quand fument moins le tabac classique. Mais il y a eu, en fait, contre une augmentation de la consommation de la cigarette. Cigarette ou tabac, c'est tous les deux des produits nicotinés. D'accord. Donc, in fine, on n'a pas eu une baisse de la consommation de la nicotine et de ses dérivés. Très bien. On sait aussi que ce sont essentiellement les jeunes qui consomment de la cigarette électronique. C'est la tranche d'âge, on a le plus, pratiquement 30% des jeunes. Donc, la consommation de la cigarette, c'est un produit qui est plutôt des jeunes. Parce qu'en fait, c'est un produit qui a vu le jour récemment, c'est clair que c'est les jeunes qui s'y attachent. Mais qu'est-ce qui attire autant les jeunes vers le tabac? Pourquoi les gens un peu plus âgés ne s'attachent pas aussi facilement à la cigarette électronique? Si vous écoutez en fait quand les jeunes, ils vous diront très fréquemment, hein, au moins avec le tabac, avec la cigarette électronique, mes dents ne jaunissent pas. C'est très important pour les jeunes, l'aspect physique, les effets au moyen terme, au court terme. Très bien. Si vous leur disiez, mais c'est toujours cancérigène, ils vous disent oui, c'est vrai, on le sait, ils le savent parce que c'est de la nicotine, mais le risque est moindre. Donc, ils ont bonne conscience. Donc, ils consomment un produit donc, qui est moins toxique que d'habitude. Donc, pour ça, donc, ils ont bonne conscience, ils le continuent à le consommer. Et puis, la cigarette électronique, leur permet, c'est toujours quelque chose qu'ils ont entre les mains, de conserver leur place dans leur habitude sociale dans les cafés et dans les groupes de fumeurs. Ils sont toujours les bienvenus parmi les fumeurs parce qu'ils sont considérés comme fumeurs aussi. Et puis, c'est très joli, une cigarette électronique, hein. Ça, c'est une clé, c'est très joli aussi dans une main. Donc, cette clé USB, c'est très beau. C'est un gadget, en fait, quand. Et les jeunes, c'est comme échanger un portable. C'est comme qui a le meilleur portable, le plus beau portable, le portable le plus moderne. Donc, c'est un gadget. Et les gens et les jeunes, en fait, quand se font de la concurrence. Regardez ma cigarette électronique, la couleur de ma cigarette. Donc, et sans oublier toute la panoplie d'arômes qu'on a. C'est un petit peu comme chicha, c'est un petit peu là, il y a l'avantage de la chicha aussi d'un côté. Il y a de la nicotine, de la chicha, c'est joli. On a bonne conscience parce qu'il n'y a pas autant de nicotine, donc c'est pas aussi cancérigène. Ça, les gens ne sont pas, les dents, pardon, ne sont pas jeunes. Et donc, c'est tout ça fait que les jeunes s'attachent très facilement à cette cigarette électronique. Mais pas que. Il y a une autre porte d'entrée vers la cigarette électronique qui est soi-disant le sévrage. Parce qu'en fait, quand à chaque fois qu'une personne, ça c'est la porte d'entrée de plutôt des sujets un peu plus âgés. Mais les jeunes aussi, à chaque fois qu'on veut arrêter de fumer, on pense que c'est en allant vers la cigarette électronique, donc c'est une porte d'entrée. Mais, mais à la fin, on se retrouve dans la situation suivante. La cigarette électronique n'aide pas, en fait, quand les gens arrêtent, c'est pas une passerelle vers le tabac classique, ou là, elle les initie vers le tabac classique, mais c'est un détournement. En fin de compte, on se retrouve avec une population consommatrice de nicotine. Maintenant, tabac classique, cigarette électronique, c'est la même chose. Soi-disant, au départ, euh, certains disaient que la cigarette électronique va les amener vers le tabac classique, mais non, en fait, quand ces personnes-là, en fait, quand vont vers la cigarette électronique pour soi-disant arrêter la cigarette classique.
Du coup, on y va parce qu'on pense que c'est moins mauvais que la cigarette classique. On y va parce qu'on a envie d'arrêter la cigarette classique, mais en fait, quand on n'arrêtera jamais la cigarette électronique parce qu'il y a autant de dépendance, il y a autant de nicotine. Du coup, on est dans cette situation-là. C'est un piège, en fait, compte pour les jeunes. Ça attire, en fait, quand on est dans une situation où les jeunes sont de plus en plus attirés vers un produit qui est nicotiné, qui est cancérigène, qui est mauvais pour l'état cardiovasculaire, mais en étant, pardon, mais en ayant mauvaise bonne conscience, ni plus ni moins. Donc, il y a une augmentation globale de la consommation de la nicotine. C'est ça, en fait, quand la situation dans laquelle on se retrouve. On récupère les non-fumeurs qui commencent par fumer de la cigarette électronique. On récupère aussi, soi-disant, les fumeurs sevrés, mais ils sont toujours consommateurs de cigarettes électroniques, de nicotine, pardon. Et là, autant pour le tabac, il y a eu des poursuites en justice, donc l'industrie du tabac est obligée de mentionner sur le package que le tabac tue. Mais là, les vendeurs de cigarettes électroniques, surtout la dernière, la clé USB, c'est une start-up américaine, et ben, c'est pas mentionné que la cigarette électronique tue. Donc, du coup, c'est les Américains, en fait, qui sont très touchés par ce problème-là. Il y a une diffusion, 30% de leurs jeunes qui sont touchés par le problème, donc ils ont été très actifs. Donc, il y a la réglementation, les attaques en justice se multiplient, et on voit que ce jus-là, il a été interdit par la FDA. La FDA, tout ce qui est consommé aux États-Unis, c'est la FDA. C'est un petit peu l'agence du médicament et tout ce qui est consommable. Donc, elle a interdit le jus en disant que voilà, vous n'avez pas fourni assez de preuves, pardon, de l'innocuité du produit. Mais bon, donc le Jules, cette cigarette électronique qui est maintenant très diffusée en Algérie, elle est interdite aux États-Unis et dans la majeure partie des pays européens. Mais à la place du jus, on va arriver à un nouveau produit qui est le vasé. Celui-là, le vasé, c'est un petit peu, il a la forme d'un paquet de cigarettes. C'est très différent le package, mais la recharge, c'est toujours la même, hein. Donc, du coup, le vasé n'est pas interdit, ce qui est la nouvelle tendance aux États-Unis et en Europe. Mais pas que, il n'y a pas que ça. C'est pas qu'elle ne refait que euh, récupérer les effets néfastes du jus. En plus, la batterie est beaucoup plus grande, donc le sujet est beaucoup plus autonome. Et puis, les résistances sont aussi beaucoup plus importantes. Donc, c'est tout ça, batterie plus grande, résistance plus élevée, beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de consommation. Ça, c'est la finalité avec le vasé. Maintenant, en fait, quand je voudrais qu'on ouvre à la discussion, parce qu'on a fini, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de la cigarette électronique? Est-ce que vous pensez que qu'on devrait l'intégrer dans une stratégie de sevrage tabagique ou pas? Ceux qui veulent prendre la parole peuvent le faire, hein. Madame Bougom, est-ce qu'il y a des médecins qui veulent prendre la parole? Je pense qu'on va clôturer on va attendre un petit peu 5 minutes pour clôturer si vous n'avez pas de questions. En fait, je ne vois que des commentaires ici, il n'y a pas de vraies questions, mais est-ce que le taux de nicotine est le même par rapport à la cigarette classique? En fait, quand je dis, après, avec les cigarettes de première génération, c'était moindre, c'est clair. Pardon. Nouveau partage. Voilà. Avec les premières, c'était moindre, hein.
Euh, mais au fil du temps, pardon, mais au fil du temps, au fil des générations, la concentration, elle est de plus en plus importante et même elle dépasse en fait quand c'est de la cigarette classique, surtout pour les dernières, hein. Le jus et le vasé sont hyper concentrés en nicotine, hein. Donc, parce qu'en fait, quand il n'y a pas de il y a pas de législation, il n'y a pas de limite, de limitation. Et en fait, quand il y a une chose que j'ai oublié de dire, en fait, quand c'est que cet aérosol, il n'est pas très agressif pour la gorge. Donc, les jeunes vont avoir tendance à consommer beaucoup plus à l'aise. Donc, cette vapeur qui est aussi chargée en nicotine, mais pas qu'en nicotine. On a vu qu'il y avait même des métaux, des dérivés carbonylés, donc des particules libres, des radicaux libres, tout ça. Là, je ne pourrais pas vous répondre. Je suis cardiologue. Donc, l'acupuncture, sincèrement, je n'en sais rien. Eh ben, je vous remercie moi aussi, docteur Benihia. Mais en fait, c'est vrai euh, il faudrait qu'on s'y mette. Les jeunes en fait, découvrent chaque jour de nouveaux gadgets et il faut qu'on s'y mette. Surtout, je vous dis, hein, le problème, c'est l'interdiction du Jules aux États-Unis et en Europe. Et du coup, tout ce qui a été produit sera vendu en Afrique à des prix pas chers du tout. Donc, ce qu'il faut faire attention à ça. Donc, du coup, dans les années à venir, on aura une grande consommation de cigarettes, de cigarettes électroniques parmi nos jeunes. Alors, Damel, Oui. سمحي hein, j'aurais aimé être là, mais j'ai enregistré, on بعد نشوف أنا. Madame Gougom, est-ce que vous pouvez ouvrir s'ils veulent poser des questions, on peut y répondre. Parce qu'apparemment, je. Traffic de chahut, Maché. Est-ce que vous D'accord, ok. pensez que Ah, le fait de vendre la cigarette électronique en dehors de la pharmacie... Il y a une question, hein. d'accord, ok. Je vais répondre à cette question. Est-ce que vous pensez que le fait de vendre la cigarette en dehors des pharmacies rend le sévrage plus difficile? Euh, Là, je préfère l'apprendre différemment. En fait, non, il faut tout simplement une législation. L'idée n'est pas de placer un produit toxique dans une pharmacie. Par exemple, si vous placez le tabac dans une pharmacie, c'est pas la solution. C'est la même chose. C'est un produit à base de nicotine. La solution n'est pas de le placer dans des endroits où on peut comme la pharmacie. Le principe, c'est de l'interdire, tout simplement. Pourquoi on a peur d'interdire? Il faut l'interdire. Ce qui nous Non, maintenant, je vais répondre aussi. Qu'est-ce qui nous interdit d'interdire la cigarette? C'est tout l'argent qu'elle apporte. La cigarette apporte beaucoup d'argent à beaucoup de gens, qu'on le veuille ou non. Mais c'est des produits toxiques. Et même l'industrie qui les vend, elle avoue que c'est toxique. Donc, il faut tout simplement interdire, ni plus ni moins. Mettre des taxes et tout, ça ne fera que un petit peu faire perdurer le problème parce que les gens vont acheter toujours. La drogue, c'est hyper cher, mais les gens en achètent, hein. L'héroïne, c'est cher, mais les jeunes en achètent. Donc, l'idée, c'est pas de la mettre dans une pharmacie, ni d'augmenter les taxes, c'est de l'interdire. Une autre question, s'il vous plaît, pour le sevrage. Donc, si vous voulez mon avis, euh, l'idée, pour moi, sincèrement, c'est un petit peu anticipé. Puisqu'il y a autant de produits malsains que dans une cigarette, puisque je ne peux pas contrôler aussi ce qu'il y a dans une cigarette électronique, pour moi, c'est du pareil au même. Donc, je déconseille aux jeunes les deux, que ce soit le tabac classique ou la cigarette électronique. Et je déconseille, bien entendu, autant que cardiologue, la cigarette électronique comme moyen de sévrage. Parce qu'en fait, quand celui qui passe à la cigarette électronique n'arrêtera jamais cette cigarette, il y a toujours de la nicotine. C'est pas comme les patchs où il y a une dose qu'on va réduire progressivement. Il y a ce qu'on appelle le sévrage. Dans la cigarette électronique, il n'y a pas de sévrage, il n'y a pas de dégression de la dose. On est toujours intoxiqué. Intoxiqué en ayant l'assurance de ne pas l'être. C'est encore pire. Après, avec la cigarette, les gens sont conscients que ça tue, donc ils savent qu'ils devraient limiter leur consommation. Mais ce réflexe-là n'existe pas avec la cigarette électronique. On pense que c'est
très malsain, c'est un petit peu délétère pour la santé. Et puis, dans la cigarette classique, ça sent mauvais. Les gens qui fument sont chassés, en fait, quand de la société. Ils sortent généralement des bureaux et tout. Mais avec la cigarette électronique, elles sont bonnes, elles sont très bonnes. Donc, du coup, même d'un point de vue social, elle est bienvenue. C'est une cigarette classique, mais maquillée, ni plus ni moins, en belle femme. C'est moche, mais c'est maquillé. Est-ce que c'est pas interdit? Il n'y a aucune législation par rapport à la cigarette électronique dans notre pays. Et je vous ai dit, donc en fait, quand ça prend, ça vient, c'est très récent, c'est en 2024 que ça a été interdit aux États-Unis. Donc c'est très récent parce qu'ils ont vu que l'ampleur du problème de santé, donc ça a été interdit carrément la production du jeu et la vente du jeu. Donc, mais chez nous, il n'y a aucune législation. Donc, on a une cigarette classique, mais maquillée, bien habillée, rassurante, sereine. Il n'y a pas de mention le tabac tue. Madame Gouka, je pense qu'on peut clôturer maintenant la séance, non? Vous devoir. Dites-moi, la Oui. partie Madame Docteur Baudry, enfin, je l'ai faite. Jeunesse et tabac. non, non, Hmm. justement. Est-ce que vous pensez que vous pouvez discuter avec Boudrifa si elle veut faire sa partie à un Je l'ai faite, moment? madame. Non, je l'ai faite, madame Gouga. Je l'ai faite la Donc, partie de votre on livre. ne s'inquiète pas dans ce sens. Non, non, je l'ai faite. Madame Gouga, il faut revoir votre enregistrement. Oui, 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 ça je vais, Ouais. ça je vais le faire, Adia, c'est Non, clair. parce que j'ai fait les deux parties. Super, super. Hmm. Hein. Parce que la m'avait dit tout à l'heure qu'il y aura à la place de... Non, 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 en fait, je l'ai faite, je l'ai faite. Ah, يعطيك الصحة شاطرة. Merci beaucoup. Donc, Je peux répondre à la dernière question si ça n'a pas si ça n'est pas vraiment mon domaine, mais je peux y répondre, hein. C'est écoutez, en fait, quand vous résumer, c'est du pareil au même. C'est du pareil au même, et puis ça, c'est habillé. Il y a de la nicotine baisse la fertilité chez l'homme et la cigarette électronique baisse la fertilité chez l'homme. C'est clair. Si vous avez pour le tabac, vous pouvez le calquer. Il n'y a pas de CO2, ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai. Peut-être qu'il y aura moins d'effets cancérigènes, moins, mais je dis pas. Mais par contre, il y a autre chose. Il y a en fait, quand les dérivés carbonylés, il y a aussi les arômes, et une fois qu'ils sont modifiés, il y a les métaux, tout ça, et aussi cancérigènes. Donc, pour le fait cancérigène, ça c'est du long terme et la cigarette électronique c'est très récent, donc on n'a pas assez de recul. Mais écoutez, c'est les mêmes produits et les produits sont connus comme étant cancérigènes. Donc, c'est une conséquence classique, en fait. On se voit, en fait, quand vous faites sur Google, je l'ai fait la recherche, il y a une protection de la cigarette parce qu'on vous dira, non, écoutez, les dernières études disent que la cigarette elle-même, voilà, il y a un papier qui a été diffusé largement par tous les sites. Et ils disent que voilà, il y a deux grands professeurs qui ont repris toutes les études. Et ils disent qu'il n'y a pas de belles études randomisées sur un grand échantillon pour prouver que c'est délétère. Mais écoutez, on sait que chaque composant de la cigarette électronique, plutôt de la vapeur de la cigarette électronique, est, est néfaste pour la santé. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour la cigarette elle-même. Chaque composé, on le sait depuis très longtemps, depuis 30 ans, que c'est nocif. Pourquoi j'aurais besoin de ramener cet ensemble-là, de donner à un ensemble très élargi de population pour prouver que c'est délétère? On n'a pas besoin de le faire en réalité. C'est juste de faux prétextes pour continuer à la vendre. Ça, si c'était vraiment le cas, s'il n'y avait pas assez de preuves, on ne l'aurait pas interdit aux États-Unis, on ne l'aurait pas interdit en Europe. Je connais beaucoup de gens qui ont arrêté le tabac sans dégression. Ça dépend de la volonté de la personne. Je l'encourage s'il peut, oui, bien entendu. Mais certains réclament de l'aide. Et là, c'est l'intérêt de tout ce qui est page, tout ce qui est accompagnement par un tabacologue.
Je pense que si vous n'avez plus, je pense qu'on peut clôturer, Madame Gougam. Oui, d'accord. Très bien, Merci merci beaucoup. beaucoup. Alaykoum saha. Je vous laisse un mot. Euh, pour finaliser, Madame Gougam, Oui, bien sûr. écoutez, donc si je dois conclure, non à la cigarette électronique. Ça, c'est pour conclure. Et la chicha et tout ce qui s'ensuit. À la chicha, Madame Gougam, il faudrait qu'on fasse une autre formation médicale continue. Ah bon, c'est complètement différent. Ah, oui, qui fait, Madame Gougam, il faudrait qu'on